Nous sommes lundi 6 novembre 2023, auditeurs et auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Twi TV au numéro 254 du bouquet Canal+, et sur la fréquence TNT du multiplex. Mesdames et messieurs, une nouvelle semaine s'ouvre pour l'équipe du tribunal de l'actualité. Vous le savez, c'est une tradition, comme à chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège. De un des juges, Geoffroy Vara, bonjour. Bonjour Président Kaboré, bonjour Juge Bougma, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Oui, Juge Baha, bonjour. Président Kaboré, bonjour. Madame, Monsieur, bonjour. Pour cette première audience du tribunal de l'actualité, 3 sujets ont été retenus pour vous. En première partie d'émission, il sera question des vagues de réquisition avec les condamnations de certaines organisations. En seconde partie d'émission, on parlera de la victoire des étalons cyclistes au Tour du Faso 2023. Et enfin, en troisième partie d'émission, il sera question de la Guinée avec le retour de Dadis Camara en prison après une tentative d'évasion. Voici donc les grandes lignes de cette convocation et sur ce, je convoque les avant-propos. Juge Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette première convocation du tribunal de l'actualité? Merci Président. Alors aujourd'hui étant lundi, je vais partager cette citation du célèbre boxeur poids lourd américain Mohamed Ali, qui a marqué en tout cas plusieurs générations par sa force de courage, la force de ses muscles également, de son mental. Et Mohamed Ali qui dit, je cite, « Les champions ne naissent pas dans un gymnase, les champions naissent de l'intérieur, d'un désir, d'un rêve, d'une vision. » Fin de citation. Et c'est le même Mohamed Ali d'ailleurs qui avait affirmé que je suis un champion. Je l'ai su avant qu'on me l'ait dit. C'est-à-dire avant qu'on ne lui dise qu'il est un champion. Lui-même il a su qu'il est un champion. Parce que c'est de l'intérieur que les choses effectivement se préparent. Les champions ne sont pas les champions le jour de la victoire. Ils sont champions à l'entraînement. Ils viennent se révéler le jour de la compétition. Et donc, je le dis, on a une pensée pour le Burkina parce que ce week-end, on a été très heureux. Très heureux de voir que Aaron Bibi est rentré dans le célèbre livre de Guinness Record. Je lisais un jour ce livre-là, je dis, bon, je fouille les pages, je dis, à quand un Burkinabé? À quand? Et puis bon voilà, on a amené un Burkinabé dans le livre record Guinness. C'est à jamais dans la postérité. Et en même temps, Paul Domou qui nous offre le Tour du Faso. Donc ces pensées, c'est beaucoup de pensées spéciales pour ces champions qui font briller l'étoile du Burkina. Que donc chacun, dans ce qu'il est, fasse en sorte qu'il soit également un champion dans son domaine. En ce moment, on aura beaucoup de champions et nos étoiles, les étoiles burkinabées vont briller, l'étoile va briller partout. Et donc c'est ce à quoi je pense en prenant cette citation de Mohamed Ali. Pour souhaiter beaucoup de courage à chacun dans ce qu'il fait, dans son domaine, de mouiller véritablement le maillot pour être une vraie étoile qui brille, pour être effectivement un vrai champion. Mais ça se forge de l'intérieur. Ça ne va pas être dans les accusations faciles. Ce n'est pas forcément en comptant sur des gens pour venir. Non, il y a des derniers coups de pouce qui ne viendront pas. Il y a des derniers coups de pouce que vous devez vous donner vous-même. Il y a des élans que vous devez prendre. Des gens vont vous pousser, mais à un moment donné, ça peut ne pas venir. Ou bien ils vous poussent et puis ils s'arrêtent après, ils vous regardent. Le reste, c'est vous qui devez vous débrouiller. Donc, du courage à toutes ces personnes qui se battent du jour au lendemain, chaque jour, pour que le Burkina aille mieux, pour que leur avenir aille mieux, pour que les membres de leur famille également vivent mieux. Donc, beaucoup de courage au VDP et aux forces de défense et de sécurité. Beaucoup de courage à toutes ces personnes qui sont dans l'humanitaire. Excellente semaine et magnifique lundi. Merci, juge Bena Bougma. Juge Geoffroy Vara, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette présente convocation? Oui, merci Président. Moi, je vais m'intéresser à une directive de la CEDEAO qui est ce qu'on appelle l'itinérance mobile. C'est le free roaming. Ça veut dire que ce qu'on veut, c'est un espace plus intégré avec tout ce qui va avec, même y compris sur les outils comme les téléphonies mobiles, parce que nous nous appelons, nous nous écrivons via les data et tout. Et ça, je m'explique de façon très claire. Ça veut dire que c'est permettre à quelqu'un qui est ici au Burkina, lorsqu'il va par exemple à Abidjan ou qu'il aille par exemple à Dakar ou partout, qu'il ne soit pas surfacturé selon qu'il reçoive des appels ou bien qu'il doive appeler juste parce qu'il a fait un voyage et qu'il est
rester avec la même puce. Parce qu'on est dans un espace communautaire, on veut bien faciliter tout ce qui est flux à l'intérieur de cet espace-là. Mais il y a des pays qui font des efforts. Ceux qui ont été leaders, il y a le Ghana et la Côte d'Ivoire qui ont déjà donné le chose, comme on appelle l'exemple, en signant ce qu'on appelle les accords d'itinérance, le free roaming. Mais dernièrement, c'est le Togo qu'il a signé aussi avec le Ghana, le Togo qu'il a aussi signé avec le Bénin. Donc concrètement, quand vous quittez le Togo pour aller au Ghana, vous n'avez pas besoin de changer votre puce parce que ça va coûter plus cher si vous appelez, si vous recevez des appels, mais si vous en lancez. Et donc, on parle même des plafonnements, des choses, comme on appelle ça, des prix de communication qui étaient à 500 et quelques, qui sont tombés à 8,67 francs CFA. Vous voyez déjà le gain que ça fait. Et quand vous voyagez, lorsque vous y arrivez, pendant un mois, vous ne payez pas parce que vous recevez des appels. Parce qu'aujourd'hui, pour aller en roaming, il faut mettre même des unités pour pouvoir recevoir des appels et tout. Et ça, c'est des éléments qui sont intéressants pour les consommateurs que nous sommes. Et ce sont les ARCEP, Autorités de régulation de communication électronique et des postes, des différents pays qui travaillent de commun accord avec évidemment les maisons de téléphonie mobile pour arriver à ces accords-là. Parce que je dis encore, c'est une directive de la CEDEAO. Le Togo l'a signé avec le Bénin, la Côte d'Ivoire l'a signé avec le Ghana, le Togo l'a signé avec le Ghana. Mais nous, notre ARCEP, là, nous, on fait quoi? Lorsqu'on est dans un débat, depuis un certain temps, sinon les coûts là sont élevés. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que le consommateur se sentent un peu plus à l'aise? C'est un débat qui a pion sur rue aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne viens même pas sur la question des itinérances. Même la communication chez nous ici, là même, c'est un problème. Les datas, c'est un problème. Vous écoutiez le mot a dit ce matin, il y en a qui s'en plaignaient. Vous avez quelquefois des services qui vous sont offerts. Vous vous dites que le mois, vous avez une connexion à tel prix, mais dans ce même mois-là, il y a des jours dans lesquels vous n'avez pas la connexion, mais qu'est-ce qu'on en fait? Donc c'est notre réalité aujourd'hui. Je me dis, l'autorité devrait regarder pour que le consommateur se retrouve petit à petit beaucoup plus à l'aise. Alors qu'on sait que c'est des domaines où les choses vont très vite. Même la question des coûts et des charges au niveau de ces téléphonie mobiles et au niveau de ces choses-là, c'est des éléments qui font vite. Donc, il y a des efforts qu'on peut faire. Si le Togo et le Bénin peuvent signer ce type d'accords, le Ghana, la Côte d'Ivoire, regardez comment chez nous ici, le flux qu'il y a entre, pas un pays voisin comme la Côte d'Ivoire, avec quand vous prenez les noms des téléphonies mobiles, vous avez presque quelquefois les mêmes maisons qui sont chez nous, qui y sont ailleurs. Pourquoi est-ce que depuis on n'entend pas parler de ce type d'accord-là, de free roaming, avec même le Ghana, avec les autres pays voisins que nous avons? Mais ça, il y a un leadership qu'il faut avoir au niveau de nos autorités de régulation qui prennent langue avec les autres et qui travaillent là-dessus. Peut-être qu'ils sont en train de le faire. On espère que ça va aller très vite parce que quand il s'agit du bonheur des consommateurs, souvent on traîne les pieds. Alors que je dis encore, c'est une directive de la CEDEAO, ça n'est rien d'autre que pour le bonheur des consommateurs que nous sommes. Et je dis qu'il faut encore revoir les actions qu'on mène. Il faudrait mettre au centre le consommateur parce qu'à la fin tous les services qu'on fait c'est pour lui. Et je dis félicitations à ces pays-là qui sont leaders dans cette itinérance-là selon la directive CEDEAO pour le bien de leur population. Et on attend que chez nous aussi on se bouscule. Vous faites bien de nous suivre sur Tweet TV et de nous écouter sur la radio Watt FM car vous êtes à la première convocation du tribunal de l'actualité. Ce week-end, plusieurs organisations de la société civile se sont exprimées à travers des communiqués. Ils s'expriment en dénonçant entre autres des réquisitions lancées contre un certain nombre de citoyens déjà jugés au Fravaha. Ces organisations disent dénoncer une telle procédure. Comment avez-vous accueilli ces différents communiqués-là? Bon, je les ai lus et on sent aussi que ce sont que ce soit la CGTB, que ce soit le CISC, que ce soit le Balai citoyen. Bon, pour ceux que j'ai lus, et si ma mémoire est bonne, c'est les trois que j'ai. Et puis il y a le MIDHP aussi qui depuis hier aussi avait réagi. Le CISC. Et voilà, le CISC, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a quelque chose qui est transversal. Il y a un mot qui revient, c'est arbitraire. Parce que pour eux, il y a comme un ciblage qui est fait dans la réquisition et c'est ce qu'ils dénoncent parce qu'ils estiment que c'est ceux qui sont critiques qui aujourd'hui là sont ciblés par ces réquisitions. C'est vrai qu'on écoute aussi souvent les débats qui sont en train d'être menés. Je pense que le débat
sur la question de savoir si c'est légal ou c'est pas légal, je pense que ça c'est dépassé, hein, parce que à tout le monde, la question de la réquisition a déjà été expliquée. La mobilisation générale depuis qu'elle a été prise avait déjà été expliquée en termes de conséquences possibles sur les libertés même individuelles, la possibilité de réquisition des hommes, des entreprises même et des biens. Ça aussi c'est connu et c'est dans les cordes du chef de l'État. Maintenant, je pense que ce qui est posé comme problème ici, c'est comment c'est utilisé. Je crois que c'est là où il y a débat, où pour certains, il y a quand même un genre de, même pas de 2 poids 2 mesures, mais un ciblage. Dès que ce que vous dites n'est pas n'est pas dans le sens qu'on veut, vous risquez fort d'aller au front. On a entendu ce matin même au mot à dit certains dire que comme ils critiquent, peut-être c'est mieux pour eux d'aller voir comment les choses se passent et puis revenir après, peut-être qu'ils pourront mieux raconter ces choses. Mais j'ai dit, moi au fond, il y a une question que je me pose. C'est est-ce que ça rend vraiment service aussi à la transition, les antagonismes dans lesquels on est aujourd'hui et la façon dont peut-être avec certaines décisions on les exacerbe. C'est la question que je me pose. Est-ce que la situation la meilleure, c'est que tout le monde dise à l'oreille du président que tout va bien? Est-ce que c'est pas ça même qui est plus dommageable? Parce qu'on a vu ici, par après, écoutez, vous voyez que on dira non, il a été mal conseillé, c'est les gens qui étaient autour de lui qui ont. Mais c'est parce qu'il y a eu beaucoup de laudateurs. Est-ce que c'est ça qu'on veut? C'est la question que moi je me pose. Mais derrière, je n'enlève pas quelque chose qui est important, c'est que toute critique, si elle doit être formulée, se doit être objective et puis dans une certaine mesure, même pas dans une certaine mesure, dans la mesure de tout le respect qu'il faut. Maintenant, quand on est dans ce cadre-là, est-ce qu'on doit être ciblé pour être réquisitionné? Moi, c'est toute la question qui se pose aujourd'hui. Parce que quand vous lisez tout ce qui a été ressorti par ces organisations sur le caractère ciblage. Et encore que ça vient, le MBDHP le dit dans son communiqué, ils disent que ceux qui ont été ciblés quand ils regardent, c'est les syndicats, les organisations qui ont plus ou moins été à l'initiative du fameux meeting qu'on disait meeting CGTB. Et pourtant, on a eu comme l'impression à un moment donné que, ça s'est tassé, d'autant plus qu'ils se sont rebiffés. On a vu le message et le communiqué à leur endroit qui était de la délégation spéciale, dont ils ont tenu compte et pour lesquels il n'y a plus de meeting. Maintenant, quand après ces réquisitions-là viennent, et encore que même quand vous écoutez quelquefois ceux qui sont d'accord avec, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que non, si vous avez le discours qui ne va pas dans le sens, en tout cas c'est normal qu'on vous cible. Donc il y a comme un aveu de ce que la dynamique soit celle du punitif. Mais est-ce que la réquisition, c'est sa motivation première intrinsèque? Donc quand on dit ça soi-même, en termes d'explication, on doit s'entendre que ce qu'on dit là, ça ne peut pas être le justificatif. Ça ne peut pas. Si c'est ça, c'est dommage. Ça ne doit pas être un aspect punitif. Parce que aujourd'hui, la question du front, logiquement, personne ne devrait penser y échapper tant qu'il y a une réquisition qui peut planer sur la tête de tout le monde. Maintenant, quand ça devient très sélectif, comme c'est en train d'être fait, c'est normal qu'on ait ces associations-là dont les membres ont été réquisitionnés qui disent ne pas comprendre. Quand bien même, certains d'entre eux ont été enrôlés VDP, se sont fait enrôler VDP. Donc, vous comprenez toute la complexité. Ça veut dire qu'on n'aurait même pas eu peut-être besoin même de les réquisitionner. Puisque vous avez été enrôlé, on vous appelle tout simplement parce que vous avez été enrôlé. Beaucoup en veulent aussi à un caractère démoralisant de certaines critiques. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas de figure? Maintenant, le caractère démoralisant, ça aussi, c'est une appréciation que chacun pourrait faire, une lecture que chacun pourrait faire selon ses sensibilités. Si on veut aller sur ce terrain-là, moi je pense qu'on va sur des appréciations qui peuvent être différentes et s'en sentir différemment. Mais même pas ça. Si c'est parce que vous critiquez,
que vous êtes ciblé pour être envoyé au front, ça veut dire qu'il y a l'aspect punitif. Et là, je ne pense pas que la réquisition, c'est le problème que je pose de fond. Est-ce que la réquisition, c'est ça sa vocation? C'est dire que, est-ce que ce qui a été dévolu au président en termes de pouvoir, c'est cet aspect punitif-là pour ceux qui critiqueraient? C'est la question que je vous retourne à la question que vous venez de me poser. C'est la question que je vous retourne. Est-ce que, logiquement, c'est comme ça qu'on devrait le comprendre? Moi, je ne crois pas que ce soit comme ça qu'on devrait le comprendre. Et je pense aussi que, petit à petit, ça risque de comment dire cela, les antagonismes, ça risque de les exacerber. Aujourd'hui, vous avez, par exemple, pour beaucoup, on était passé à autre chose. Le meeting n'avait pas eu lieu. Ils ont compris, peut-être à un certain niveau, que bon, sur la question de l'opportunité qui faisait débat, il fallait vraiment en tenir compte. Mais là encore, on a encore cet antagonisme qui revient encore sur la table. Est-ce que les syndicats en question, les organisations de la société civile en question, est-ce que quand vous lisez encore tous les éléments de réaction qu'il y a, est-ce qu'on ne revient pas encore avec des fractions et des frictions? On y revient. C'est pour ça que je dis, il faut peut-être, pour moi, faire attention. Il y en a qui disent aujourd'hui, oui, c'est bien fait pour eux, c'est bien fait pour leur position et tout. Mais je dis, la question de fond, c'est est-ce que c'était l'objectif premier qui nous était servi lorsque on nous présentait cette mobilisation générale et ce qui va avec. D'accord. Alors, juge Bougma, il s'agit de plusieurs organisations qui en veulent ces prétendues réquisitions. Juge Geoffroy Vara parlait tout à l'heure d'un caractère qui semble assez punitif. Quand on regarde un peu ces réquisitions, qu'est-ce que vous en pensez? Il ne semble même pas. Il est punitif en fait. Et c'est un peu ça qui dérange. Sinon, il y a sur les questions de la légalité de cette réquisition, le débat ne se pose pas. Le débat ne se pose pas parce que l'article 2, d'ailleurs, comment on appelle ça, de la loi, l'article 2 dit la mobilisation générale et la mise en garde emportent pour le gouvernement dans les conditions et sous les pénalités relatives aux réquisitions le droit de requérir les personnes, les biens et les services, le droit de soumettre à contrôle et à répartition des ressources au ravitaillement et à cet effet, d'imposer aux personnes physiques ou aux personnes morales en leurs biens, leurs suggestions indispensables, le droit d'appel à l'emploi de défense à titre individuel ou collectif. C'est le dernier alinéa. Donc l'article 3 dit pour fournir aux services et aux troupes engagées les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission, une commission de réquisition est mise en place auprès du ministre chargé de la Défense et du gouvernement des régions. Les réquisitions sont formulées par écrit et signées. Les réquisitions mentionnent la nature et le nombre de biens. Bon, ça, puisqu'on peut requérir également les biens, tout et tout. Bon, voilà. En fait, en réalité, il y a un dispositif légal. En son temps, on m'a parlé, on a reçu des spécialistes, des jurys qui disent, bon, à partir de ce moment, on vous appelle au front, il n'y a pas de problème, c'est une base légale. Sinon, les toutes premières réquisitions, ça pouvait même être attaqué, ça commençait à Kaya, ça pouvait être attaqué. Mais dès lors que c'est endossé à un dispositif juridique, bon, voilà. Voilà. Donc, mais maintenant ici, le caractère punitif, il est très, très criard. Sinon, pour quelqu'un qui s'est déjà enrôlé comme VDP, donc qui est sur la liste en attente des VDP, et qu'on a besoin de lui au front, ce n'est plus une affaire de réquisition. C'est bonjour monsieur, vous êtes enrôlé comme VDP, ok, rendez-vous tel jour pour affaire vous concernant. Mais si c'est une lettre qu'on va vous remettre par voie du CG, je ne sais pas moi, mais dès lors que vous êtes enrôlé volontaire, on a dit, puisque vous êtes allé volontairement vous enrôler. On dit, bon, en application de ça, bon, on y va. Est-ce que ça, on a encore besoin de prendre du temps, de l'énergie, signer encore une réquisition pour ça? Non, je ne pense pas. Et donc, pour des gens déjà inscrits comme VDP, je dis, voilà. Maintenant, quand ça vient, ça s'est servi comme c'est une réquisition qui vous fait appel. Et quand vous regardez les communicants proches du pouvoir, c'est beaucoup plus, c'est bien fait pour lui. Il va le constater au front. Donc, on ne l'appelle pas pour défendre en ce moment. On l'appelle pour aller constater et voir si quelque chose est fait ou pas. C'est comme ça, moi, je prends la chose. Et c'est ça qui enlève le caractère intéressant, le caractère légal de la chose. Parce que
il y a un aspect punitif qu'on ne peut pas, on ne peut pas chose. Et comme le dit un d'ailleurs qui dit que la liberté d'expression, c'est lorsqu'on te donne l'opportunité de contester sur le plateau TV et de confirmer sur le terrain. Tu es libre, tu contestes sur le plateau TV. Maintenant, tu pars constater sur le terrain. Donc ici, c'est un qui disait ça hier sur sa page, M. Racine. Ça dit quoi? C'est ce caractère punitif-là. Sinon, bon, maintenant, si la personne n'était pas enrôlée VDP, on a besoin de lui au front pour une raison ou pour une autre. On dresse la réquisition de façon régulière. Mais on a l'impression également que c'est ceux qui envoient des voix discordantes qui vont sur le, comme on appelle ça, le terrain. Non. Il y en a aussi qui disent que les lignes bougent. La meilleure façon même qu'ils nous disent clairement que ça bouge là, c'est qu'ils n'ont aussi pas de voir. Et puis ils nous envoient des images du front. Ah, moi je suis maintenant roulé dans tel front, ça va bien. Et puis il envoie les vidéos, les gens vont relayer. Mais lui-même il est à Ouagadougou, il est au rond-point, il dit ça va bien. Non, il n'y a pas de problème. Maintenant, celui qui dit que ça ne va pas bien, c'est à lui on dit d'aller voir. Alors que celui-même qui dit que ça va bien là aussi n'a pas vu. Qu'est-ce qu'il dit pour que lui aussi dit la vérité? Lui aussi, il faut l'amener. Je posais tout à l'heure la question au juge Baha. Il y a ce caractère aussi dans les critiques qui démoralise un peu nos forces de défense et de sécurité. Qu'est-ce qu'on en fait? Non, le code pénal est clair. Vous pouvez être poursuivi pour démoralisation des forces armées nationales. Même pour un homme de médias, il est passible de poursuite judiciaire pour démoralisation des forces armées nationales. Ça, on n'a pas besoin de vous avoir au front, on applique la loi. C'est les dispositions même sont contenues dans notre code pénal. Vous pouvez répondre de ça. Si il est manifestement avéré que vos propos sont de nature à démoraliser les forces armées nationales et que c'est assumé, on applique la loi, le juge vous fait appel, il y a un procureur, celui qui veut, il porte plainte contre vous, je ne sais pas, on engage la procédure puis vous venez répondre pour démoralisation des forces armées nationales. C'est d'ailleurs l'une des épées de Damoclès qui planent sur la tête de certains journalistes qui ont peur maintenant d'aborder certains sujets militaires et d'aller jusqu'à un certain niveau de commentaires. Parce que vous pouvez être poursuivi, au nom de cette disposition, vous pouvez être poursuivi pour démoralisation des forces armées nationales, parce que ça rentre dans le nouveau code pénal. Donc dès lors qu'il y a une disposition qui vous permet de répondre pour démoralisation, ben, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, si on vous envoie au fond parce que vous avez démoralisé, c'est une sanction aussi. C'est pourquoi j'ai dit, en ce moment-là, ce n'est pas une réquisition pour aller défendre comme le dit la loi, mais on vous réquisitionne pour aller vous sanctionner parce que vous avez démoralisé les forces armées nationales. Alors que si c'est pour l'aspect sanction, c'est contenu dans notre disposition juridique, il faut l'appliquer tout simplement et puis on passe à autre chose. Donc, en fait, j'ai dit, cette façon de faire enlève à l'acquisition toute sa saveur. J'ai dit, ça ne devrait pas l'être. Permettre à des gens de toucher du doigt les réalités. J'ai dit, ça aussi c'est possible, il n'y a pas de problème. Mais il faut permettre à tout le monde de toucher du doigt les réalités. Parce que c'est pas parce que il y en a qui disent que c'est bien, mais il y en a qui sont hypocrites sur le plateau. Parce que il ne dit pas la vérité pour préserver son œil, comme l'a dit l'autre. Et quand il se retrouve à nous tous, on sait que ça va. Alors que sur le plateau, il dit non, écoutez, les lignes bougent quand même là. Est-ce que vous avez les réalités de terrain? Ces gens-là aussi, il faut pas le constater. En ce moment, il revient même avec des arguments béton. Monsieur Ouedraogo comment on appelle, de CISAC, il n'était pas tendre vis-à-vis de la transition. Il est parti, il est revenu. On a tous suivi son interview sur une télévision de la place où il dit non, il y a du travail qui est fait. Il défend très bien ce qu'il a combattu hier. Mais si quelqu'un qui dit que ça va, il part voir même ce que les lignes ont bougé, ce qu'il va revenir faire même comme travail de communication là. Mais le pouvoir n'a même plus besoin d'envoyer certains pour constater. Lui-même il va venir dire non, sur tel livre, voilà. Donc il faut envoyer ces messieurs-là aussi pour aller constater. Pour éviter qu'on ait l'impression que on est. Puisque on dit tout le monde est susceptible d'aller au front. Voilà. Donc nous tous qui sommes en train de parler, nous pouvons nous lever le matin et puis il y a une réquisition qui dit bon, M. Kaborou, M. Vaou, M. Bougma, vous appelez au front. On fait quoi? Donc si c'est pour tout le monde, je ne vois pas pourquoi est-ce que j'ai l'impression que c'est un peu sélectif. C'est ça que j'ai dit, ça enlève la saveur à la réquisition. D'accord. Voilà. Et la loi n'est pas venue pour servir de fouet. Non. La loi est venue pour aider à défendre la nation. Le fouet est déjà là.
les mécanismes juridiques sont là, le code pénal est là. Donc si aux yeux de la loi quelqu'un doit répondre, on met ça en branle et puis on passe à autre chose. Sinon, c'est en application de ce que Jean-Jacques Rousseau a dit. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être le maître. S'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. C'est dans ça que nous sommes. La force a été transformée en droit, l'obéissance en devoir. C'est un devoir de défendre la patrie. C'est rendu légal. Mais maintenant, il ne faudrait pas venir comme si c'était une sanction de défendre la patrie. Ça déforme un peu, ça enlève, je dis bien, ça enlève à la saveur, de la saveur à la réquisition. D'accord. Et pour finir sur le sujet, juge Geoffroy, est-ce que beaucoup, dans les habitudes, les comportements, la manière de dénoncer, est-ce que beaucoup ne perdent pas le contexte dans lequel nous sommes, celui du décret portant mobilisation générale et de mise en garde? Bon, moi je pense que tout à l'heure, Bernard a été assez clair. Si vous avez dépassé les lignes, je pense qu'il y a des textes qui sont là en termes d'encadrement. Vous allez répondre. Ça, pour moi, ce n'est pas une question de... Ce n'est pas ça le débat. Est-ce qu'il y a eu assez de sensibilisation pour que les uns et les autres comprennent Est-ce que dans la situation dans laquelle on est, on a bien sensibilisé encore? Tout le monde sait un peu le contexte dans lequel on est. Nous sommes des journalistes, donc sur les plateaux ici chaque matin. Nous avons aussi nos émissions au cours desquelles nous invitons certaines personnes qui viennent et on sait comment est-ce qu'on essaie de cadrer les choses et tout. C'est un travail de tous les jours, vous savez, et quand vous sortez un certain nombre d'arguments, ou bien que vous invoquez un certain nombre de faits, que si ce que vous dites n'est pas vrai, ou bien si c'est des incidents, vous savez que vous allez en répondre. Donc pour moi, ça c'est déjà un fait. Maintenant, quand on est peut-être dans la décision qui risque de dissuader toute personne qui pourrait avoir à l'esprit de dire que non, ici ça ne va pas, ici ça va, ça commence à devenir pour moi aussi une préoccupation. Et dans ça, je dis on n'est pas honnête. Il y a beaucoup qui ne sont pas honnêtes, qui applaudissent, qui disent « Ah, mais c'est bien qu'on les envoie au front. » Oui, mais peut-être même que celui qu'on envoie au front, c'est quelqu'un qui s'est fait enrôler. Ça veut dire que lui-même, il a été sensible à l'appel d'aller répondre au front. Celui-même qui dit que c'est bien qu'on l'y amène, lui il est assis à Ouaga ici, il est content qu'on l'y amène, mais lui n'a jamais voulu même se faire enrôler, il n'y pense même pas. Mais il trouve que celui-là, il n'est pas assez patriote et qu'il n'a pas encore assez compris les enjeux, donc il doit aller. Lui il comprend tout en punition, alors que lui-même ne s'est pas positionné pour le Burkina dans cette affaire-là. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Il a aussi cette hypocrisie. Il va applaudir, il va dire c'est bien fait pour lui, mais celui-même dont vous dites c'est bien fait pour lui, lui-même il s'est fait enrôler. Vous n'avez même pas pensé à ça, c'est pas votre... Mais vous trouvez que vous êtes plus aligné, vous êtes plus démonstratif d'un amour pour la patrie qu'un autre. Je dis c'est là aussi beaucoup se trompent. Et pour moi le plus important, ce n'est pas de dire que tout va bien. Non. C'est pas rendre service. Mais même quand on doit dire aussi qu'ici ça ne va pas, je pense qu'il y a la manière qui va avec. Ça, on est d'accord. Mais je ne pense pas que ce soit comment dire cela, la critique uniligne, ou pas la critique, la vie uniligne là, l'unité de pensée là, qui soit ça qui va sauver le Burkina. Jusqu'à aujourd'hui, pour toutes les situations dans lesquelles on a été, pour qu'aujourd'hui on en arrive à avoir une solution avec le capitaine Ibrahim Traoré et les propositions, c'est parce que celles qui n'étaient pas satisfaisantes, les gens ont dit attention, il faut se réveiller parce que. Et je pense que c'est ça qui a contribué aussi à pouvoir se réveiller à un moment donné. Même si ça, il faut taire ça aujourd'hui, je pense que c'est un peu dommage. Deuxième sujet de cette audience de tribunal de l'actualité, les rideaux sont tombés sur le Tour du Faso édition 2023, un tour qui s'achève avec une victoire des étalons cyclistes burkinabés portés par Paul Domon qui remporte ainsi le maillot jaune. Juge Bernard Bougma, comment avez-vous apprécié ce Tour du Faso 2023? Bon, c'est un tour qui a été organisé sous le sceau de la résilience et c'est vraiment ça. Résilience parce que c'est pas du donné compte tenu de la menace sécuritaire. Et aussi, le comité d'organisation a eu à faire face à beaucoup de défis à relever. Donc les contraintes financières, des équipes qui ont désisté, certaines qui ont foulé le sol ouagalais avant de repartir, d'autres qui ont désisté à la dernière minute, et puis bon, les questions de sponsors qui ne bousculent plus ou qui ont diminué la cagnotte, compte tenu également des contraintes budgétaires. Donc c'était vraiment pas de donner. Et puis réussir à organiser le tout dans ce contexte sécuritaire aussi était un pari à relever. Donc
l'appréciation que j'ai, elle est positive. Et ce qui est encore plus... c'est vrai qu'on organise une compétition pour que les meilleurs gagnent, mais maintenant si soi-même on a pu s'arroger le trophée, c'est également une bonne chose. Donc la cerise sur le gâteau aussi, c'est cette victoire du Burkina par l'entremise de Paul Domon et de l'ensemble des équipes et de l'ensemble de l'équipe cycliste burkinabé qui a travaillé en synergie, en famille, de façon fraternelle et solidaire. Voilà, parce que c'est une équipe, c'est une équipe. Donc pour pouvoir arriver à cette victoire-là. Donc ce n'est pas seulement aussi la seule victoire de Paul Domon, c'est la victoire également de tous les étalons cyclistes qui ont solidairement accompagné sa victoire. Donc c'est leur victoire à eux seuls. Et ensuite aussi la victoire de tout le Burkina Faso, la victoire des VDP, des FDR, de ceux qui sont dans l'humanitaire, parce que quoi qu'il en soit, on a été d'accord qu'on a remporté le Tour du Faso. C'est une victoire de tout le Burkina Faso. Et le sport a ceci d'avoir l'avantage de ne pas être clivant. Ou des dirigeants qui ne se parlent pas, par moments sont obligés d'aller suivre le même match. Ou bien en tout cas de voir ses compatriotes sur le terrain jouer contre X ou Y, continue également. Voilà. Le sport, ce sont les hommes politiques parfois, ou bien les politiciens qui, comment on appelle ça, mettent leur bouche par moment dans les affaires du sport, et puis bon voilà, tout ça part. Si on voit pourquoi certaines équipes ne sont pas venues, c'est la décision du politique qui a dit vous ne partez pas. C'est pas le sportif qui ne voulait pas venir. Donc le sport a l'avantage de ne pas être clivant parce qu'il s'agit du drapeau national, il s'agit de l'unité nationale, il s'agit de la cohésion. Si on pouvait effectivement avoir cette façon de faire, l'intégrer dans notre quotidien, naturellement on ne serait pas là. Voilà, donc en tout cas c'est une victoire à féliciter. Mais comme je l'ai dit, nous attendons toujours les explications de notre ministère des Sports sur la question des entreprises françaises qui auraient désisté ou qui n'auraient pas désisté. Et on va en parler tout à l'heure. Juge Ofavaha, c'est une victoire du Burkina Faso, juge Bernard Bougma l'a rappelé. Le maillot jaune qui reste aux étalons cyclistes. Comment est-ce que vous avez apprécié tout le déroulé de ce Tour du Faso 2023 ? Déjà, pour moi, c'était un véritable challenge. C'est pour ça qu'on parlait de résilience, parce que le Burkina, on sait, pour beaucoup de pays, c'est peint en rouge, donc c'est pas forcément le point où il faut y aller. On a vu les désistements aussi de dernière minute et tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a vraiment pu se faire, c'est-à-dire pu se tenir et dans de très bonnes conditions. Et pendant un moment, donc le reste du monde a entendu parler du Burkina, mais sur la question de ce cyclisme-là. Pour moi, c'est pour moi déjà un message très important qui a été envoyé. Et puis, il y a aussi que le ministère des Sports commence à prendre aussi ses marques, parce qu'on sait que le Tour, il y avait quelqu'un comme Ducreux qui était derrière, organisationnellement, et donc c'était un peu sa chose. Aujourd'hui, bon, il n'est plus. Organisationnellement, il faut pouvoir reprendre les choses et puis les faire bien. Et je pense que le ministère est en train de prendre ici ses marques. Et puis, deuxième élément, il nous avait été promis, je parle du ministère des Sports, que ça ne sera pas un tour de figuration pour les étalons et que les moyens allaient être mis pour qu'on ne fasse pas pâle figure. Et ces moyens ont vraiment été mis. Pour ceux qui ont été sur le tour, moi hier j'étais au JDS, je recevais Assami Touré et puis Ramdé de CS Media qui ont été tout le temps du tour, qui eux aussi ont eu plusieurs tours du Faso à couvrir. Ils ont eu en tout cas cette impression, en tout cas de moyens mis vraiment derrière nos étalons cyclistes. Et eux-mêmes ne se le cachent pas. Quand vous regardez même la qualité des vélos et tout, c'est ce qui ressortait même hier dans nos échanges. Donc il y a ce pari tenu là de ce que on arrive aux objectifs, les moyens. Parce que c'est ça, aux missions, les moyens de la mission. Ça c'est très important. Sinon, on a été très habitué à des discours creux. Nous, on va y aller, on va faire ceci, on va faire cela. Alors que derrière, quand il s'agit d'accompagner concrètement même les sportifs en question, c'est des choses qu'on ne fait pas. Ça reste seulement des promesses en l'air. Et après, quand vous voyez que les résultats n'arrivent pas, c'est là, on fait les grands déballages et on vous dit que bon, en fait, le ministère n'a jamais rien fait pour nous. Voilà ceci, voilà cela. Ça n'a pas été le cas cette fois-ci et on a vu les résultats. Et autre élément, c'est que il y a les moyens qui ont été mis, il y a eu un esprit d'équipe
concernant nos étalons, c'est ce qui ressort. Ils ont compris qu'on a une carte à jouer avec quelqu'un qui est vraiment au-dessus, c'est Paul Daumont. Et même les autres coureurs qui sont venus des autres pays savaient que c'était l'élément à abattre entre les griffes, entre griffes, pour ce qui est du Burkina. Et que vous voyez à certaines étapes, ils ont construit aussi leur stratégie de sorte à contenir Paul Daumont. Mais ils n'y sont pas arrivés puisque le monsieur il a remporté 5 étapes sur 10. Et ça, il faut le faire. Il faut le faire. C'est un travail d'équipe, vous permettre vous de souffler derrière et puis à la dernière minute, lorsque vos jambes tiennent, permettre l'échappée dont vous avez discuté peut-être ensemble en termes de stratégie. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que les Burkinabés ont pu faire. Donc c'est bravo déjà à Paul Daumont, mais aussi à ses coéquipiers qui ont su rester derrière lui et soudés pour que lui puisse héberger. Ce n'est pas facile quand vous tous vous venez, qui ne veut pas le maillot jaune là? Tout le monde le veut. Mais dans la stratégie, si vous êtes, comment dire cela, si vous êtes égoïste, ça va réagir sur le groupe et puis ça n'aura pas l'effet escompté. Et ils ont joué crânement ce qu'il fallait pendant tout le temps de ce tour du Faso. Et puis, je pense aussi qu'il faut, on m'a dit qu'hier, il y avait les délégations étrangères qui étaient venues là, qui devaient être reçues même par nos autorités. Je pense qu'elles ont été reçues. Il faut aussi savoir reconnaître la confiance que ces pays-là ont eu en venant. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a accepté de venir. Je parle même du Cameroun, je parle du Maroc, je parle de la Belgique, je parle des autres pays qui ont accepté de venir quand d'autres ont désisté. Ça fait que ça ne doit pas rester un tout entre nous. Ça a eu cette connotation internationale parce que c'est le tout, c'est un tout cycliste international, quoi qu'on dise, le tour du Faso. Et ils sont venus, ils ont joué crânement. Ils ont joué crânement leur chance. Et quand certains, par exemple, disent que bon, est-ce que c'est parce qu'il y a des désistements qu'aujourd'hui on a un maillot jaune? Moi, je pense que les gens se trompent. C'était un tour qui a été très, très élevé, avec des vitesses quelquefois moyennes qui atteignaient les 50 km. On sait ce que ça veut dire. Et quand vous regardez aussi derrière, il y a le trio autour duquel les choses se sont longuement décidées. C'était Paul Daumont, c'était aussi le Marocain Achraf, et puis Wouter, le Belge. Quand vous regardez, à chaque fois, ça se disputait entre les trois. Et quand vous regardez même, Paul Daumont a le maillot jaune, il a aussi le maillot vert. Sur la question parce que c'était au point là, même après lui vous trouverez encore soit Wouter soit Achraf. Donc c'est vraiment ceux-là qui ont fait la magie pendant ce tour du Faso et avec les autres. Et les Burkinabés étaient au rendez-vous en restant aux abords des voies pour regarder ces coureurs là passer. Moi, pour terminer dimanche, je ne me suis pas, j'avais mon JDS le soir, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'aller juste, comme c'est pas loin, d'aller juste à côté et puis voir un peu et puis me mettre au boulevard Thomas Sankara et puis me mettre un peu dans cette ambiance, le temps de revenir vite et continuer de préparer aussi parce que c'est ça, c'est un joyau burkinabé et c'est un moment aussi de faire parler du Burkina autrement. Et il ne faudrait pas qu'on oublie le front, il est pluriel. Et ce que Paul Daumont et ses amis et même le ministère en organisant ont montré, c'est un autre front. Il ne faudrait pas que tout le monde pense que c'est la question seulement du front, comment dire cela, le front militaire. Ce n'est pas que ça. Le Burkina a besoin aujourd'hui qu'on parle de lui autrement. Le Burkina a besoin de montrer à la face du monde qu'il continue de vivre. Et pour moi, c'est ça qui a été donné. D'accord. L'autre grande surprise de cette édition du Tour du Faso 2023, ça a tout de même été la présence de ces entreprises françaises, nonobstant ce qui avait été donné par l'officiel. On aurait fait comprendre avant le début de ce tour que ces entreprises avaient désisté. Pourtant, elles étaient bien présentes, juge Bougman. Oui, justement, c'est pourquoi je dis que notre ministère nous donne des explications. Est-ce qu'elles sont revenues d'elles-mêmes? Et puis, le ministère a accepté, puisque d'ailleurs, la question qui avait été posée, c'est si est-ce que ces entreprises revenaient, quelle allait être l'attitude du ministère? Ils ont dit qu'ils vont aviser. C'était lancé. Mais bon, depuis là, parce que j'ai dit c'est très important pour le Burkinabé de savoir. C'est important pour le Burkinabé de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Est-ce que c'était un problème de communication? Ou bien ces entreprises n'ont vraiment pas quitté, mais bon, j'ai dit que c'était un problème de communication, il y a des gens qui ont tardé. Parce que dans la sortie également, il a dit qu'il n'y a pas eu de réponse qui avait été donnée aux courriers qui ont été adressés. Donc, est-ce que c'est nous qui sommes en faute parce qu'on n'a pas envoyé aussi les courriers très tôt alors qu'on sait qu'il y a un tour qui s'organise? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il nous faut, c'est très important, j'ai dit bien, de le savoir.
Parce que certains disent que les entreprises françaises n'ont jamais d'ailleurs désisté, n'ont pas quitté le tour. Parce que si elles avaient quitté le tour, il y aurait eu des écrits certainement peut-être qui vont fuser pour dire voilà la preuve. On les a vus. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ce que nous avons comme info aussi, c'est le contraire de ce qui a été donné. À savoir que non, je pense que c'est beaucoup plus lié à un problème de communication qu'une volonté de ne pas être sur le tour. Mais la personne qui peut mieux nous dire ça, c'est notre ministère qui est sorti nous dire qu'elles ont quitté. Et à partir de ce moment, des gens avaient déjà appelé au boycott des produits. Et à partir de ce moment, quand on a vu leurs effigies, leurs logos sur le tour, la question principale c'est, elles sont revenues non. Je me dis, ce qui s'est passé c'est tellement fort et grave en termes d'implication que bon, ça peut se passer simplement comme ça. Donc j'ai dit bien, on a un ministère qui doit donner des explications au Burkinabé sur réellement ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui n'a pas joué son rôle? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Parce que j'ai dit ce qui a été donné de voir, c'est quand même fort. On était à quelque temps et il leur manquait combien? 200 millions, ce qu'ils ont dit. La nationale des Jeux, même, qui est là, elle a donné sa contribution à 100 millions. Mais c'est à combien de jours du tour? Est-ce pour autant qu'on allait dire qu'elle allait quitter? C'est à combien de jours du tout? C'est 1 ou 2 jours avant que c'est rentré. Donc, j'ai dit, c'était, comme l'a dit Juva, c'était un business de Ducreux, qui l'organisait bien, qui prenait le temps de négocier avec ses partenaires, qui peaufinait tout et qui réglait tout à l'avance. Mais aujourd'hui, bon, les choses ont changé, paix à son âme, mais la réalité aussi c'est qu'on doit s'y prendre tôt. Mais j'ai l'impression qu'on a péché à ce niveau sur certaines voilà. Bon, c'est vrai que notre invitation au niveau du ministère a accusé une fin de non-recevoir. Peut-être que ça nous aurait permis d'en savoir davantage. Peut-être qu'un jour on aura la réponse à notre sollicitation pour savoir ce qui s'est passé, ou bien le ministère prendra sur lui la décision et la responsabilité de dire au Burkinabé ce qui s'est réellement passé. Mais c'est très important parce que pour le Burkinabé, parce que c'était un grand manque à gagner pour le tour. Parce qu'il y a une entreprise qui s'occupait du carburant, il y a une entreprise qui a même un maillot, qui fait ci, qui fait ça. Donc c'était un grand manque à gagner. Et à quelques jours, vous ne dites pas, et puis à quelques jours, vous quittez. Comment on fait? Donc les Burkinabés ont commencé à structurer les ménages jusqu'à ce qu'on les voit. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est important de le savoir. Pour l'histoire. Oui, et c'est vrai que le tribunal de l'actualité a fait des pieds et des mains pour avoir l'équipe du Tour du Faso, le comité d'organisation ou le ministère même directement, mais sans succès jusqu'ici. Juge Vaha, la surprise a été justement la présence de ces entreprises françaises. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi je pense que ça se résume à des explications que nous doivent le ministère sur la question. Parce que ça donne l'impression d'avoir peut-être jeté en pâture. C'était parce que on connaît le contexte aujourd'hui. Beaucoup avaient déjà même commencé à parler de boycott. Moi, je dis aussi sur ce plateau que si c'est la posture de ces entreprises-là, elles sont en train de s'exposer à un boycott et c'est très dangereux. Maintenant, il faudrait attendre d'avoir le fin mot de cette histoire-là, parce que ils nous disent entre dire qu'ils n'ont pas répondu et qu'ils ont délibérément décidé de quitter. Je pense que ça aussi, il faut accepter qu'il y a un abysse, alors que ces entreprises ont été sur ce tour sans qu'il y ait une autre communication quelconque. Est-ce qu'on nous avait tout dit? Est-ce que les gens avaient pris toutes les mesures? Ou bien on est venu nous annoncer des éléments sans qu'il y ait au fond un brin de concret? Parce que elles sont restées sur ce tour-là avec les mêmes présences qu'on avait habituellement. Et puis je me suis demandé, mais pour certaines de ces entreprises, accepter de pouvoir collecter l'argent à travers nos boissons pour l'effort de paix, et puis dire que comme c'est le tour là, on n'y va pas parce qu'on n'est pas d'accord avec certaines choses. Je pensais que c'était un peu... Je ne voyais pas la logique. Donc je pense qu'il y a un ministère qui nous doit des explications. Et pour moi, le silence, parce qu'on les appelle pour demander. C'est un point de presse qu'ils ont dit ça. C'est pas des bruits de couloir, c'est à un point de presse qu'ils ont dit ça. Et donc, s'il y a eu des changements sur la question, ou bien s'ils se sont trompés, et puis qu'il y a des éléments qu'ils auraient dû faire, comme Bernard le disait, qui n'ont pas été faits à temps ou quoi que ce soit, qu'ils viennent humblement l'expliquer. Parce que là, ils n'ont pas idée du risque
du risque qu'auraient pu encourir ces entreprises-là au regard de la communication qui avait été mise autour. Et il y a un devoir quand même d'explication qui se doit, et leur silence, le problème en dit long sur peut-être l'erreur qui a été la sienne. Je dis encore peut-être, parce qu'on attend qu'ils viennent nous dire la vérité là-dessus. D'accord. Et vous gardez la parole, juge Vara, pour aborder le dernier sujet retenu pour cette audience du tribunal de l'actualité. L'actualité ce week-end, ça a aussi été cette tentative d'évasion en Guinée, une tentative d'évasion qui au compteur aura fait 9 morts. Juge Vara, comment est-ce que vous avez accueilli une telle information ce week-end? Bon, on a été tous surpris. J'ai lu un titre qui m'a fait un peu sourire. C'est un genre d'évasion à la prison de break qui n'a pas pu se faire en définitive. Mais c'est quand même surprenant de voir que on puisse prendre d'assaut dans le contexte guinéen là, avec un procès qui est fortement suivi et tout, et une crème qui est concernée par ce qui s'est passé en septembre à Conakry, au stade, et que on puisse à 5h du matin venir lourdement armé, prendre 4 personnes et puis partir, disparaître dans la nature. Je pense que il y a eu les communications très vite pour dire qu'ils seront retrouvés, les frontières ont été fermées, en tout cas toute l'armada a été mise en branle, et puis après on nous apprend que Dadis Camara avait regagné sa cellule. Je pense qu'il y avait les autres aussi avaient été attrapés un à un, et puis je pense qu'il y avait un autre dont on disait que on n'arrivait pas encore à mettre, qui jusqu'à ce matin n'a pas encore regagné sa cellule, n'avait pas encore été retrouvé. Mais derrière tout ça, ce que je me pose comme question, ça veut dire que dans l'armée guinéenne là, il y a encore ces fractures profondes là qui font que il y a des acquis à la cause d'eux. Parce que sinon, comment comprendre qu'il puisse y avoir aujourd'hui une mobilisation de personnel au sein de l'armée pour aller libérer en plein Conakry? Parce que là, on parle d'une prison en plein Conakry, qu'on vient libérer, Dadis Camara. Ça veut dire que peut-être que Doumbouya ne maîtrise pas tout. Là, ça, c'est parce qu'il faut avoir du cran pour le faire. Accepter. Si c'est pour l'exfiltrer seulement qu'ils ont tenté ça, je me pose la question de savoir si Doumbouya lui-même peut dormir tranquille dans ce qui s'est passé samedi. Ce n'est pas seulement même le fait de la tentative d'évasion ou quoi que ce soit, d'exfiltration. Ce n'est pas ça seulement. Mais est-ce qu'il a vraiment la maîtrise de cette armée-là? C'est la question que moi je me pose quand je vois ce qui s'est passé samedi. D'accord. Juge Bouma, beaucoup n'y ont pas cru au départ. Finalement, on apprend qu'en termes de bilan, il y aurait eu 9 morts dans cette tentative d'évasion. Oui, ils sont nombreux qui n'avaient pas cru au départ et jusqu'à présent qui ne croient pas, qui disent que c'est un complot. Voilà, un complot pour casser du Dadis et puis les réduire au silence par tout autre moyen et tout. Donc, mais c'est compte tenu du bilan et de l'ampleur de la chose que ça ressemble effectivement à une situation qui est vraie. Je dis que ça y ressemble fort. Sinon au début, surtout qu'aux premières quelques heures après on dit Dadis a été retrouvé, ramené. Personnellement, je fais partie de ceux qui me disent mais c'est quoi cette affaire-là? Ça ne tient pas trop debout. Parce que réussir cette évasion spectaculaire, on dit lourdement armé, c'est pas d'abord un commando. Oui, c'est tout un commando. Mais l'enjeu, c'est pas de franchir les portes de la prison. L'enjeu, c'est de se fondre dans la nature à jamais. Et ça, pour ce que ces messieurs-là représentent pour la Guinée, toute l'armada sécuritaire, toute la surveillance va être engagée, les frontières et tout. Donc, c'est un pari risqué, quoi. Je ne sais pas. Même les gens disent prison break, mais les gars de prison break, là, ils ont mis du génie. Ils ont mis du génie. Ils ont sérieusement préparé ça suffisamment avec beaucoup d'intelligence et de tact. Donc ça, c'est pas... Cette façon de faire, on dirait un film, quoi. Oui, l'avocat de Dadis Camara disait par exemple que Dadis Camara n'était pas au courant et qu'il aurait été enlevé à son insu comme ça. Oui, c'est la question. En fait, c'est pourquoi j'ai dit au début, je me suis posé la question de savoir est-ce que tout ça, c'est pas un pur montage? C'est parce que c'est juste des manœuvres. Parce que pour quelqu'un comme Dadis, qui est militaire, qui connaît les enjeux, il y a des tentatives à ne pas faire. Même quand des militaires sont détenus dans un pays, il y a des coups de feu,
où il y a même une prise de pouvoir. Les militaires qui sont détenus là ne s'aventurent même pas à vouloir profiter de ça. Parce qu'ils savent ce que ça représente comme danger, ce que ça représente comme risque. Ils sont sur leur position, ils ne bougent pas. Donc on est dans la même, à peu près dans la même situation. Sauf si Dadis a des problèmes sur le plan mental, quoi. Je m'excuse de le dire parce que, sauf si. Et puis c'est peut-être pour aller se cacher où? Dans un autre pays, dans un pays voisin. Après l'exil, le long exil au Burkina, et avec une tentative de rentrer pour le processus électoral qui avait avorté, il est revenu. On a vu le débat de Dadis à Abidjan, il a pris le vol à Ouaga, il est arrivé à Abidjan. Quand Alpha Condé a pris, il a fait bloquer choses. Il a fait bloquer Dadis à Abidjan. On a vu la plainte des passagers. Parce que l'avion était obligé, c'était un atterrissage en force pour pouvoir ramener encore Dadis à Ouagadougou. Après avoir fait tout ça, vous rentrez et vous répondez librement au niveau de la justice. On vous met en prison. Et puis après, vous tentez cette évasion-là. À moins qu'il y avait un autre projet derrière qui devait être immédiatement enclenché. Si vous faites ça, il s'enfuit, part à l'exil. J'ai dit dans quel autre pays. Et que le pouvoir est resté intact à Conakry. Il rentre comment? Il fait comment? Et il complique davantage sa situation. Parce qu'un prisonnier qui s'évade, il complique davantage encore la situation. Surtout pour ce qui pèse sur lui. Comme donc, de mon point de vue, je ne sais pas, ceux qui ont eu l'idée de faire ça, ou de lui faire accepter ça, là, c'est fort. Mais quand après, le bilan humain qui a accompagné ça est lourd, ça, c'est ce qui corrobore ce qui fait que j'ai dit, bon, donc l'histoire était vraie. Et pourquoi Dadis a cru et a accepté embarquer dans une telle aventure sans issue, de mon point de vue. D'accord, une minute de réaction. On parle aujourd'hui, le porte-parole du gouvernement guinéen l'a annoncé ce matin. Déjà, les sanctions ont commencé à tomber. Près de 80 soldats ont été radiés de l'effectif des forces armées guinéennes. Non, c'est ce que je dis, c'est l'ampleur même qui fait que il faut se poser des questions. Parce que en pleine capitale, et une armée qui est en train de donner l'impression de ne pas être vraiment maîtrisée par Doumbouya, c'est ce qui est donné de voir. Et puis Dadis, n'oublions pas, Dadis Camara, quand même il a fait 11 ans d'exil. Quand vous avez fait 11 années d'exil et que vous tentez par tous les moyens de rentrer, sachant l'épée de Damoclès qui y a sur votre tête, je ne pense pas aussi que ce soit crédible de vouloir fuir ainsi pour retourner une situation que vous avez fui, que vous ne supportiez plus. Je pense que c'est quand même un peu compliqué et complexe. Maintenant, ça veut dire aussi que Dadis a toujours, au sein de l'armée guinéenne, là, des gens qui ne jurent que par lui. Et on comprend, quand il est rentré au pays, les acclamations qu'il y a eu, l'accueil qu'il y a eu, il a encore une aura. Et il est dans le cœur de beaucoup de Guinéens aujourd'hui. Et ça, est-ce que Doumbouya peut dormir tranquille quand il est en train de regarder ça? Et puis, est-ce que on fera tout ça juste pour sortir seulement Dadis, camarade d'une prison? C'est ça pour moi la grande question. Il y a beaucoup d'interrogations derrière. Si c'est avéré, comme nous l'expliquent les autorités guinéennes, ça veut dire qu'il y a des questions sous-jacentes qui sont encore plus fortes. Maintenant, si c'est un complot comme pensent certains, c'est que Dadis Camara a intérêt à faire attention parce qu'il aurait pu disparaître dans cette affaire. Point final pour cette première audience du tribunal de l'actualité. Merci à vous, mesdames et messieurs, qui l'avez suivi. Merci, juge Geoffroy Vaha, pour les angles de regard et d'analyse. Merci, juge Bernard Bougma, pour les clés de lecture. Ici, au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.